on va enchaîner avec cette discussion, cette table ronde autour de la place des femmes numériques en entreprise. Ça commence mal. Je voulais former une vraie table ronde, mais j'ai eu le temps. Pour co-animer cette table ronde, Sandra Vier, qui est directrice de cabinet par intérim de la présidence de l'UPEM, mais qui intervient au titre de son parcours interdisciplinaire avec tout d'abord une formation qui a entre les sciences humaines et sociales et le numérique, et puis ensuite des interventions comme enseignante dans des formations de numérique de l'université, en parallèle de son travail, son occupation professionnelle dans le privé, puis dans le secteur académique. Itsung Chang, qui est responsable technique mobile et responsable data à Wicar, une start-up dont vous avez peut-être déjà utilisé les services. Pauline Nyonia, qui intervient tout particulièrement aujourd'hui pour présenter Duchess France, mais qui est par ailleurs développeuse Java à la Cazen, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Paola Passy, qui est chez Social Builder, une start-up qui se positionne sur la mixité, en particulier dans le numérique, qui accompagne des entrepreneuses. Et donc, nous allons aborder différents aspects de la place des femmes, la visibilité des femmes dans le numérique en entreprise. Et peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours en insistant, en mettant en avant ce qui vous semble des freins du point de vue du secteur du numérique, ou au contraire des opportunités pour le développement des carrières des femmes ou de la place dans la société professionnelle. Alors on va commencer par Paola. Déjà bonjour à toutes et tous, ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui. Alors moi j'ai un parcours très classique dans le sens orientation fille, c'est-à-dire que j'ai fait... D'abord j'ai fait ES, j'étais pas trop mal en maths, mais j'ai quand même été en prépa littéraire où il y avait quasiment que des filles. Après j'ai été en école de com où il y avait que des filles. Donc mon parcours en com c'était au CELSA, donc c'est une école de com qui est rattachée à la Sorbonne. Ensuite je me suis un peu posé des questions très très existentielles sur au fond la com c'est bien, c'est un super outil qui permet de faire plein de choses, mais je ne savais pas trop à quoi j'avais envie de l'appliquer, donc j'ai eu un peu une crise existentielle que j'ai résolue par la suite. Vous en faites pas, maintenant ça va bien mieux. Donc maintenant je travaille chez Social Builder et j'ai passé un an l'année dernière au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est une instance rattachée au Premier ministre qui fait de l'évaluation des politiques publiques sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc voilà. Alors moi j'ai fait des études d'informatique. À la base c'est pas ce que je voulais faire. J'avais un bac scientifique et je voulais m'orienter plutôt dans les maths. Donc je suis venue faire maths informatique ici à Marne-la-Vallée. Et c'est à la fin de ma première année que je me suis finalement orientée vers l'informatique. Et ça a été un peu un hasard parce que quand je me suis inscrite, je ne connaissais pas du tout ce domaine, je ne connaissais pas du tout cette matière, enfin je ne connaissais rien. Et il se trouve que j'ai bien accroché, et j'ai suivi en fait... J'étais parmi la bande de potes qui faisaient informatique et ça me plaisait quand même aussi. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en informatique. J'ai fait tout le cursus à l'université et ensuite j'ai travaillé dans différentes entreprises. Et j'ai rencontré des petits soucis par rapport au fait d'être une femme dans l'informatique. Parce que déjà j'étais toute seule dans toutes les expériences que j'ai eues au niveau du travail. J'étais toute seule dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, j'étais la seule femme. Et il se trouve que par hasard j'ai rencontré une association, donc Duchess France, cette association en fait elle a pour but de mettre en avant les femmes dans l'IT. Et je me suis investie en fait dans cette association et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je fais partie des leaders de l'asso. Et en fait, par cette association, on mène plusieurs actions pour donner de la visibilité aux femmes. Donc, on encourage les femmes à aller parler dans les conférences techniques sur des sujets techniques. On a un système de marrainage. Donc, les femmes qui le veulent peuvent s'inscrire en tant que filleule si elles veulent
si elles veulent parler avec d'autres femmes qui ont une expérience significative ou si elles veulent des conseils ou quoi que ce soit. Donc on a un réseau de filleules et de marraines qui fonctionne bien. On a un gros manque au niveau des marraines, beaucoup plus de filleules que de marraines. Donc s'il y en a certaines d'entre vous qui veulent marrainer, surtout n'hésitez pas. On organise aussi des soirées techniques. Donc c'est des soirées techniques mixtes. On est ouverte à tout le monde en fait. Et la plupart du temps, ça se manifeste sous la forme d'un sujet technique qu'on va présenter. Et donc soit c'est un format de conférence, soit ça va être un format plus, on appelle ça hands-on, où chacun vient avec son PC et on va travailler, on va mettre les mains dans le code en fait. Voilà. Donc, pareil, bonjour. Et, je suis honorée de l'invitation. Donc, je m'appelle Itsung. En fait, mon cursus, il est assez typique d'un bon élève, puisque à la base, j'étais très forte en maths, j'adorais les sciences. Donc, j'ai fait classe préparatoire, école d'ingénieur, une grande école, l'école centrale de Lille. Et du coup, après, j'avais un diplôme d'ingénieur. Et il se trouve que dans mon entourage, en fait, mon père était, il bidouillait des ordinateurs, mon frère était développeur. Donc, pour moi, l'informatique, en fait, qui est à la base un milieu où il y a beaucoup d'hommes, pour moi, c'est naturel et tout à fait accessible. Donc, du coup, après mon diplôme d'ingénieur, je travaille dans l'informatique pendant maintenant 13 ans, dans des structures de type start-up. Donc, du coup, petite structure, petite à moyenne, où j'ai fait d'avoir beaucoup de R&D, ce qui est très marrant parce qu'il y avait une slide tout à l'heure sur l'analyse d'un verre. Il se trouve que moi, dans mon premier boulot, en tant qu'ingénieur R&D, j'ai fait du traitement automatique de langue dans une start-up pour analyser des textes en chat en fait. Et c'était très intéressant parce que c'était à la fois l'analyse de texte, donc comprendre comment est-ce qu'on pouvait découper des phrases, des mots, etc. En même temps, c'était un sujet R&D avec beaucoup de formalisation, beaucoup d'analyse, beaucoup de théorie. Donc j'ai fait ça j'ai fait un travail d'ingénieur dans tout ce qui est analyse de données pendant 7 ou 8 ans. Analyse textuelle, data mining, machine learning un petit peu. Et à un moment donné aussi, j'ai fait du développement informatique pur et dur. Du développement en fait sur l'application d'iPhone. Donc très intéressant aussi parce que là on crée vraiment de la valeur pour une entreprise, on crée des logiciels, j'ai trouvé ça super intéressant. Et là depuis un an je suis passée du côté technique pur à un rôle plus de management dans le technique chez Vicar, une start-up qui fait donc de la location de voitures entre particuliers. Et mon rôle aujourd'hui à Vicar, c'est à la fois de mettre en place des processus pour que le développement informatique se passe bien, la R&D se passe bien, que tout ce qui est analyse des données se passe bien aussi, mais de parler avec des termes techniques à des gens qui ne sont pas forcément techniques, pour justement faire le lien avec l'entreprise, avec une startup qui grandit, avec des objectifs, etc. Donc voilà. Merci beaucoup à vous trois. Donc, on voit que toutes les trois ont des parcours assez différents et vous avez toutes les trois quelques années d'expérience dans le monde professionnel. Et on souhaiterait maintenant vous interroger sur ce que vous avez perçu comme atout, comme différence, alors aussi bien positive que négative, dans le fait d'être une femme dans le secteur du numérique. On repart par s'il te plaît. Alors, je dirais en positif, quand on est une femme, c'est qu'on vous remarque. Donc après, c'est à vous de prendre cette opportunité et d'essayer d'en faire quelque chose. Mais donc, on vous remarque et vous savez aussi normalement, mieux vous exprimer. Si vous avez confiance en vous, vous savez mieux vous exprimer qu'en général, un geek en informatique qui va parler technique tout le temps. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient parce que du coup il y a aussi plus de pression sur vous et il faut aussi que vous fassiez aussi plus souvent vos preuves en tant qu'informaticien, en tant que programmeur, etc. Après pour moi en fait l'informatique c'est un milieu qui
qui peut être difficile d'abord parce qu'il y a beaucoup de termes, de concepts, de théorisation. Et puis en général, on vous juge aussi sur votre capacité à maîtriser tous ces concepts et à savoir bien les expliquer, ou les vendre aussi à d'autres personnes, ou batailler sur une argumentation avec votre collègue de travail sur est-ce qu'il faut prendre une fonction, un machin ou autre chose. Donc il faut savoir bien l'argumenter. Et en général aussi, du coup, en tant que femme, il faut faire plus de travail sur la formalisation et sur le factuel, on voit. Savoir que aussi, du coup, il y a un peu plus de pression, parce que vous êtes souvent seul. Et souvent aussi, il y a quelquefois des petits préjugés, les gens ne sont pas habitués à ce que vous parliez de technique avec quelqu'un d'autre, etc. Et donc, il faut jouer avec. Voilà. En termes un peu plus négatifs, je dirais qu'il faut aussi bien savoir ce que vous voulez faire dans la vie en termes de carrière, ou en tout cas savoir formaliser ce que vous voulez faire, parce que vous serez toujours un peu seul à vous battre pour faire ce que vous voulez. Donc il faut se rendre compte qu'en fait, comme on est une minorité un peu éloignée dans une entreprise en tant que femme, il faut que vous construisiez vous-même votre carrière que vous voulez faire. Voilà. Merci. Ouais, alors je vais reprendre ce que tu as dit. C'est vraiment important de savoir ce qu'on veut. Parce que, alors, ça part pas d'un mauvais sentiment ou d'une mauvaise chose, mais c'est vrai que parfois, on a tendance à vous pousser doucement vers certaines tâches plutôt que d'autres, et vers certaines tâches moins techniques, si vous êtes une femme. Et bon, moi, quand j'ai commencé à travailler, je savais déjà que je voulais faire du développement informatique et que je voulais en faire toute ma vie. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne sait pas trop, qui se cherche, en fait, naturellement, il va aller vers là où c'est le plus confortable, en fait. Et donc il va évoluer sur les sujets qu'on lui propose. Donc effectivement, il faut, si on sait ce qu'on veut faire, si on sait qu'on veut faire de la technique, il faut aller chercher des sujets, il faut les prendre, il faut souvent se battre pour les avoir. Voilà. Ce qui se passe aussi quand on arrive dans une équipe, c'est qu'il faut faire ses preuves, peut-être un peu plus si on est une femme. Il faut vraiment montrer ce qu'on vaut, il faut montrer sa valeur. Ça, c'est indispensable. Après, c'est vrai que pour le côté positif, durant mon expérience, le fait d'être une femme m'a aussi beaucoup avantagée. Beaucoup d'entreprises cherchent des femmes dans la technique. Donc ça, il faut pas se mettre de frein parce que ça peut être, on peut avoir des freins, mais il faut transformer ça parce que ça peut vraiment être un atout très très fort. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas à proprement parler une femme dans la tech, mais par contre, chez Social Builder, on travaille justement pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech. Donc, on les accompagne pour faire des formations sur de la technique, par exemple, sur de la data ou sur de la maîtrise de certains logiciels de gestion de clientèle, par exemple. Et puis, on va aussi leur donner un bagage, et c'était très intéressant parce qu'on le sent un petit peu dans vos deux interventions. On va essayer de leur donner tout ce bagage et de les prévenir en leur disant oui, parfois vous serez seuls, en fait, dans des équipes. Mais c'est pas grave, ça veut pas dire que vous n'allez pas vous en sortir dans ces équipes où vous serez seuls. Pour essayer de leur donner aussi un bagage en prenant un peu de hauteur et en leur disant ok, la situation dans le secteur elle est comme ça, et vous allez rentrer dans un secteur qui est comme ça. Et pourquoi ce secteur il est comme ça? Parce qu'on vit dans une société qui est comme ça. Donc en essayant de prendre un peu de la hauteur et en leur disant dans le numérique il y a à peu près 27% de femmes. En fait en fonction des statistiques on passe de 27 à 33, ça dépend des instituts statistiques. Mais la plupart de ces femmes elles sont présentes, comme tu le disais, sur les fonctions qu'on appelle support. Donc le marketing, la communication, l'administration, etc. Et dès qu'on passe sur les métiers techniques, on passe à peu près 14% de femmes sur le technique pur. Donc nous, notre but chez Social Builder, en plus de leur donner des formations, c'est aussi de leur donner toutes ces clés de compréhension pour qu'elles sachent où elles arrivent.
Et aussi pour qu'elles travaillent, du coup ça m'a fait penser à ça, pour qu'elles travaillent sur leur plan de carrière. Parce qu'en fait, on se rend compte que les femmes ont beaucoup de réticence à mobiliser un réseau. Alors que les hommes, ça leur pose beaucoup moins de problèmes, peut-être parce que eux, leur réseau, ils le créent plus facilement. Mais les femmes ont beaucoup plus de réticence à faire ça et elles vont plus partir du principe que si elles font bien leur travail et qu'elles en font 2 fois plus que les autres, elles auront la promotion. Quand on arrive sur le marché du travail, on se rend compte que ça marche pas tout à fait comme ça, même si parfois ça marche comme ça, et heureusement. Et donc du coup, on essaie de leur donner les clés pour leur dire, vous aussi, vous pouvez construire et mobiliser un réseau. C'est d'ailleurs pour ça que dans les entreprises, il y a des réseaux de femmes qui se montent, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc c'était un peu pour vous donner une idée de la situation et d'où on part et de ce qui se passe. Donc on va en parler maintenant, puisque justement Social Builder a elle-même créé un réseau, le réseau Étincelle. Alors est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur en quoi ça consiste et à quoi sert ce réseau? Alors en fait, on crée 2 types de réseaux. On a un réseau qui est constitué par les femmes qu'on accompagne et ce qu'on appelle les mentors. En fait, chaque femme qui bénéficie d'une formation de 4 mois qui est complètement gratuite est matchée entre guillemets avec un mentor ou une mentor qui travaille dans le secteur qui l'intéresse. Ce qui veut dire que autour de nous, Social Builder, si on fait un mapping un peu comme ça de data visualizing, pourquoi pas, on a à peu près 10 000 personnes qui gravitent autour de nous et qui travaillent avec nous à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est le premier réseau qu'on a monté qui est le nôtre. Et en fait, les anciennes étincelles aident, on les appelle étincelles parce que c'est le nom du programme, aident les nouvelles. Si par exemple, quelqu'un travaille dans le marketing digital et qu'une des personnes qu'on accompagne veut aussi travailler dans le marketing digital, on essaie de les faire se rencontrer, elles travaillent ensemble pendant 4 mois et la mentor aide l'étincelle à trouver sa voie et à bâtir son plan de carrière et à bâtir sa stratégie de réseau. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va directement dans les entreprises pour créer des réseaux de femmes. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui créent ces réseaux-là, qui sont intéressants pour plein de raisons. Je vais essayer de ne pas être trop longue là-dessus. La première raison, c'est qu'en fait, un réseau de femmes, la plupart du temps, il commence en étant non mixte, donc en étant que avec des femmes. Et c'est un bon moyen de libérer la parole, entre guillemets, et d'avoir une réelle idée du vécu des femmes dans l'entreprise. Chose qu'on ne peut pas forcément avoir dans des espaces qui sont mixtes. Ensuite, quand c'est un réseau de femmes qui est bien reconnu par la hiérarchie, ça peut également être une courroie de transmission assez intéressante pour relever des incidents, faire remonter des informations. Un réseau de femmes va aussi aider les femmes avec leur carrière et leur plan de carrière, évidemment, parce que c'est ça le but premier d'un réseau de femmes, c'est ça. Et enfin, un réseau de femmes, il peut aussi être intéressant si il permet à des femmes d'acquérir des compétences, soit en soft skills, soit en hard skills. Donc en soft skills, ça peut être prise de parole en public, par exemple. C'est un réseau de femmes peut tout à fait faire ça. En hard skills, ça peut être faire monter des femmes sur des compétences qu'elles n'avaient pas forcément à un moment donné, si elles en font la demande. Donc voilà, un réseau de femmes, c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans une entreprise et qui va se mettre en place en fonction aussi de la structure de l'entreprise. Nous, ce qu'on trouve intéressant quand on crée un réseau de femmes, c'est de commencer à bâtir par la bienveillance. En fait, pour nous, c'est un peu la valeur phare et ce par quoi il faut commencer. Sinon, le réseau de femmes, il ne va pas forcément prendre et il ne va pas forcément marcher. Donc, un réseau de femmes, il est souvent au départ non mixte, puis mixte. Ce qui veut dire que les hommes peuvent aussi aller prendre la parole au sein de ces réseaux de femmes et aller dans les écoles avec les femmes pour faire la promotion des métiers du numérique, par exemple. Comme je vois que vous êtes quand même assez jeune, enfin moi aussi, mais je me permets de dire que si vous bossez dans une grande entreprise, n'hésitez pas à rejoindre ces réseaux, parce que pour vous, c'est un vrai levier, c'est fait pour ça. Et pourquoi je disais ça ? Ouais, que c'est intéressant, que c'est bien de le faire. Oui, et que ça va pas payer forcément tout de suite. Donc c'est bien d'y penser quand on est jeune. C'est comme l'épargne retraite. Quand on est jeune, on se dit bon, c'est bon, j'en ai pas besoin, j'ai 26 ans. Non, en fait, allez-y tout de suite parce que c'est pas forcément rentable à 1 an, à 2 ans, à 5 ans. Ce sera peut-être rentable à 10 ans ou à 15 ans. Donc voilà. C'est tout pour moi sur les réseaux. Est-ce qu'on peut avoir un retour d'expérience justement sur la manière dont tu as peut-être mobilisé ou rejoint des réseaux dans le cadre de ta carrière et de cette évolution entre différentes entreprises ?
moi j'ai deux choses qui me viennent en tête. Il y a effectivement Duchesse France, auquel j'ai participé. Je suis allée à des soirées organisées par Duchesse. Et c'était super intéressant pour moi en tant que femme dans une entreprise informatique parce que, en fait, comme il y a très peu de collègues féminins dans mon milieu aujourd'hui, à part une ou deux collègues de temps en temps, ça te revient un jour dans une salle où on n'a que des femmes, alors qu'en fait, en général, quand on va dans une conférence scientifique, il n'y a que des hommes, ça change un peu la vie en fait. On se sent un peu moins seul. Et on parle avec des femmes qui sont toutes compétentes, qui ont des sujets super intéressants. Et où effectivement la question de c'est toujours les mêmes hommes qui prennent la parole en public n'existe pas en fait dans ce type de réunion où il y a autant de femmes que d'hommes en général, mais c'est des réunions mixtes. Mais on voit une femme qui parle en public de sujets techniques qui nous intéressent, on réseaute aussi. Moi je trouve que c'est super libérateur aussi pour tout ce qui est parole. Il y a aussi une grande bienveillance, je trouve, dans ce type de meet-up par rapport à d'autres réunions où il y a plutôt des hommes qui vont des fois se tirer la bourre sur des sujets techniques alors qu'en fait on est là pour partager de la connaissance. Et puis deuxième exemple en fait, je trouve de réseau de femmes dans mon entreprise, c'est que ça m'est arrivé dans des boîtes de faire des déjeuners entre filles. Et du coup on échange de manière informelle sur l'ambiance de la boîte, les objectifs qui sont atteints ou pas. On s'échange des informations en fait entre services et entre femmes. Et c'est pas quelque chose que j'ai forcément l'habitude de faire avec des collègues qui n'ont pas forcément les mêmes impératifs que moi ou les mêmes focus que moi. Et c'est toujours très intéressant en général d'échanger en entreprise des informations de manière informelle pour savoir un peu où est-ce qu'on va, où est-ce que l'organisation va. Parce que la politique d'entreprise va, etc. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose qui est super intéressant, auquel on ne s'intéresse pas forcément tout de suite, mais où on peut apprendre peu à peu plein de choses. Et Pauline, sur justement le réseau de Chess, est-ce que c'était un choix dès le départ d'avoir un réseau essentiellement féminin uniquement? Est-ce qu'au contraire, il y a certains événements que vous organisez qui sont ouverts aussi à un public masculin? Comment l'association se positionne vis-à-vis de cette question de la mixité des événements et de l'association? Alors, Duchesse France, c'est un groupe qui veut donner de la visibilité aux femmes. Mais les soirées qu'on organise, elles sont ouvertes. Les hommes aussi peuvent venir et sont les bienvenus. Le choix, c'est de faire ces soirées-là ouvertes pour qu'on travaille ensemble. Alors déjà, c'est le fait qu'on ouvre, ça permet d'avoir plus de monde. C'est vrai que dans nos soirées, on a plus de femmes que peut-être dans des conférences qui ne traitent pas du sujet des groupes qui sont organisés par des groupes, on va dire, non féminins. Mais ça apporte une émulation. Ça nous apporte aussi une crédibilité en fait. C'est pas quelque chose qu'on fait dans notre coin toute seule. Les hommes viennent aux soirées Duchesse pour apprendre quelque chose en fait. Ils viennent pas que parce qu'ils s'intéressent au sujet de la mixité. Ils viennent pour apprendre. Donc ça c'est très gratifiant. C'est très gratifiant pour les filles qui font partie du groupe aussi. Et, on trouve ça très bien. Après, pour l'instant, le marrainage qu'on organise, ce sont des femmes qui sont marraines pour le moment. Mais on n'est pas fermé à la discussion. Pour l'instant, c'est des marraines. Et le sujet se pose parce qu'on manque de marraines en fait. Donc c'est en discussion pour savoir est-ce que des hommes peuvent se proposer comme parrain pour aider des jeunes femmes qui se reconvertissent dans l'informatique, par exemple. C'est en cours de discussion. Mais à la base, Duchesse France, c'est un groupe mixte. Alors c'est intéressant de voir en effet que ces réseaux permettent de vous donner davantage de visibilité en tant que femme dans le numérique. Et si on veut élargir les actions, vous avez toutes citées, donc par exemple le mentoring, le fait d'accompagner aussi les femmes, de leur donner confiance, de partager aussi des savoirs
ouvert aussi aux hommes. Comment, dans l'entreprise même, vous arrivez à apporter tous ces atouts que vous avez pu développer au sein des réseaux, vous rendre visibles, par quel biais on peut imaginer que ça fonctionne aussi directement dans l'entreprise? Est-ce que par exemple la transmission de savoir, par exemple via des conférences qui seraient assurées au sein de l'entreprise, ou alors le fait d'assurer des formations, de monter en responsabilité, ça pourrait aussi être des manières d'apporter ce bénéfice du réseau dans chacune de vos entreprises. Par exemple, pour moi, oui. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que ça se transmette dans les entreprises également. Alors, Duchesse France, nous, on organise des soirées en dehors des lieux de travail. On ne va pas intervenir chez les entreprises directement. C'est des soirées qui sont gratuites et qui sont organisées en dehors. Mais oui, il y a des réseaux féminins qui se montent au sein des entreprises et je fais partie d'un de ces réseaux. Donc c'est un autre, c'est pas Duchesse France, ça s'appelle El Casden. Donc c'est un réseau féminin qui s'est monté au sein de la Casden. Et là, on va travailler sur des problématiques relatives à l'entreprise, entre collègues, justement, comment est-ce qu'on peut faire de l'entraide sur le lieu de travail directement et faire du transfert de compétences sur les lieux de travail. D'accord, donc là c'est porté par l'entreprise, donc on voit qu'il y a des interactions entre ce qui est porté dans les réseaux féminins qui peuvent se créer en dehors de l'entreprise. Et est-ce que le pont se fait avec ce réseau-là, par exemple Moi, par exemple, en tant que duchesse, oui, je suis aussi investie dans les Casden et tout mon vécu, ma contribution, tout mon vécu de acquis chez Duchesse dans les L et inversement. Merci. Voilà, peut-être tu peux nous faire profiter aussi de ton expérience à ce sujet. Nous, ce qu'on voit beaucoup dans les réseaux de femmes, quand ils sont déjà bien constitués, c'est que dès qu'on leur ajoute une dimension qu'on appelle une dimension business, c'est-à-dire soit de faire monter des femmes sur des compétences, soit de leur permettre de réseauter avec d'autres femmes, d'autres entreprises, là aussi l'entreprise elle va avoir de plus en plus intérêt à faire ça, c'est-à-dire à ouvrir son réseau de femmes, parce que c'est un levier business. Donc on revient toujours un petit peu sur les mêmes arguments de la mixité créatrice de valeur ajoutée, etc. Et au final d'argent, parce que c'est quand même le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus cette réflexion au fond, on a envie de construire des réseaux féminins, mais on a aussi envie que ça rapporte et on trouve des nouvelles techniques pour pouvoir faire que les femmes profitent de ce réseau, mais que l'entreprise en profite aussi. Ce qui fait gagner le réseau en légitimité et ce qui fait monter les femmes en compétences. Donc c'est un petit peu un cercle bénéfique pour tout le monde. Alors moi, ma situation est un peu plus spécifique parce que j'ai toujours fait des startups, des petites structures, où du coup, en fait, je pense que la notion de réseau est beaucoup moins développée parce que la structure est moins grande. Après, ce qui marche très bien pour moi, quand j'ai une problématique qui est uniquement féminine, c'est déjeuner avec une collègue féminin dans un autre département et parler de sa vie, de son boulot, etc. Ou alors de s'échanger entre collègues, même si c'est pas dans le même domaine, en fait, des idées, des conseils, etc. Pour justement essayer de glaner de l'expérience ou des infos qui peuvent être très utiles. Par exemple, une chose que j'avais dite à une collègue il n'y a pas si longtemps, c'est qu'en fait, par exemple, qui cherchait à se former sur des sujets techniques, c'est qu'il y a beaucoup de conférences techniques aujourd'hui qui sponsorisent des billets pour des femmes. Et je lui disais, écoute, cette conférence, elle coûte $200, mais en fait, tu t'inscris sur tel ou tel mailing list, Duchesse ou autre. Ces associations ont des fois des billets qui sont gratuits, donc tu pourras y aller et du coup, en plus de pouvoir aller à cette conférence et te former, tu pourras aussi prouver dans ton entreprise que tu as acquis de telle expérience ou que tu es allé à telle autre conférence. Donc c'est toutes ces informations qui sont pas forcément publiquement dites ou très peu diffusées qui sont importantes
à diffuser quand on est une femme parce qu'on n'a pas accès au même réseau, pas accès aux mêmes informations. Il ne faut pas hésiter quand on a un souci à demander, à tâtonner, à donner aussi gratuitement. C'est important. C'est vrai qu'on entend beaucoup qu'il y a ce réseau un peu d'entraide, c'est vraiment cette aide entre pairs. Et justement le fait de se dire, tiens, pour aller à cette conférence, on peut avoir un financement ou pour conduire telle ou telle action. Des initiatives. Vous avez beaucoup partagé là-dessus, mais vous, par exemple, quel exemple vous pouvez nous donner de conférences que vous auriez assurées, d'enseignements, de choses qui vraiment vous rendent visible en fait, vraiment, je dirais, sur le devant de la scène et qui permet de donner davantage de visibilité aux femmes dans le numérique. Est-ce que vous avez des exemples précis à nous citer? Des exemples de conférences que vous auriez vous-même, c'est une démarche que vous auriez pu faire vous-même, ou on vous a sollicité, ou le fait, j'entendais tout à l'heure que tu assurais des enseignements en ligne par exemple. Est-ce qu'à un moment donné tu t'es posé la question, oui je vais le faire parce que ça va me donner de la visibilité, ou j'ose pas le faire parce que ça va me mettre en visibilité? Quelle est votre position par rapport à ça et les opportunités que vous avez eues de vous rendre visible, et quelle a été votre réaction? Alors, moi j'ai des exemples précis pour ça. J'ai été oratrice à plusieurs reprises dans des conférences. C'était pas du tout ce que je voulais faire à la base. Ça me traversait même pas l'esprit en fait. C'était pas du tout ma nature de me mettre en avant en fait. Et à l'époque, je faisais pas encore partie de Duchesse France, mais j'étais dans le réseau. Et c'est une des leaders de Duchesse France qui m'a dit, en discutant, je travaillais sur un sujet technique un peu sympa à ce moment-là. Elle m'a dit, mais pourquoi tu proposes pas un sujet? Je lui ai dit, je sais pas. Parce que je sais pas, j'ai pas tellement. Je sais pas parce que j'en sais rien en fait. Elle m'a dit mais vas-y, propose un sujet, tu travailles sur un super sujet, c'est dommage, faisons profiter les autres. Donc je lui ai dit, en discutant, je lui ai dit un peu mes freins. Je lui ai dit mais je suis pas du tout expert du domaine, je vais pas aller en conférence parler de quelque chose devant des experts, quoi, ça n'a pas de sens. Et elle m'a dit mais non, mais les conférences c'est pas du tout comme ça en fait. Toi tu travailles sur un sujet, en plus c'est un sujet un peu récent qui vient de sortir, donc tu as forcément quelque chose à apprendre aux autres. Même si tu n'es pas experte, même si tu n'as pas 20 ans d'expérience sur le sujet, tu peux présenter le travail que tu as fait aux autres et elle me dit je te garantis qu'ils vont apprendre quelque chose de ta conférence quoi. Et elle m'a dit bon par contre il faut bien travailler ton sujet, mais on va le travailler ensemble, on va faire des répétitions et ça va bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai préparé un petit sujet, enfin j'y croyais pas du tout au début, j'y croyais pas en fait. Mais je l'ai préparé et puis j'ai soumis le sujet à des conférences et il a été accepté. Et du coup, je l'ai resoumis à d'autres conférences et j'ai fait sur ce sujet en question une tournée de conférences tout au long de l'année en fait. Et c'était une très bonne expérience pour moi. C'est intéressant d'entendre qu'on a dû aller te convaincre de le faire. Ah oui. Mais c'est le cas de beaucoup de monde en fait. Et c'est vrai que c'est dommage, mais ça peut tout changer en fait. Quelqu'un qui nous dit mais si vas-y, parce que parfois on se sent pas capable alors qu'en fait on l'est. Et il suffit juste que quelqu'un nous le dise. Tout à fait. Voilà. Nous on a eu un cas un peu similaire. En fait on a accompagné pendant 4 mois les 3 lauréats d'un projet HAC Égalité qui avait été porté par le ministère à l'époque où c'était Laurence Rossignol. Enfin à l'époque. Il y a passé longtemps que ça au final. Et donc on a accompagné les projets pendant 4 mois et sur le thème de ce HAC Égalité c'était l'égalité entre les femmes et les hommes, donc il y a quand même un sujet très précis mais sous l'angle tech avec qu'est-ce que la tech peut nous apporter sur ce sujet. Et en fait il y a un des projets qui s'appelle Maïdé qui est une application de mesure du temps de travail domestique et de valorisation du travail domestique
qui est, je vois que c'est un thème qui résonne plutôt bien avec c'est le nerf de la guerre. Les dernières statistiques étaient affolantes. En fait, les statistiques sont même pas représentatives de la réalité pour plein de raisons que je ne vais pas détailler ici. Mais en fait, elles ont décidé de développer une application qui n'est pas une application qu'on télécharge, mais une application qui est directement présente sur le site web. Alors visiblement, c'est hyper compliqué. Moi, je suis passée en Java, ça je le sais. C'est un truc un peu innovant d'application qui est un peu à la mode en ce moment. Et comme elles ont pris cet angle assez tech, du coup, la développeuse qui s'appelle Sarah Arcous, qui est aussi à Duchesse, a pu faire des conférences, justement, des conférences Java sur ce thème-là, JavaScript. Donc on voit qu'en fait, ça peut être un levier d'utiliser la compétence technique pour en plus aller un peu distiller des messages, parfois dans des environnements très masculins. Donc on voit que la technique, c'est un vrai levier pour aborder d'autres sujets. Merci. Isung, est-ce que tu as des exemples à partager? Je vais rebondir sur l'exemple de Pauline. C'est vrai que j'ai fait aussi un jour une conférence pour Duchesse dans un colloque. C'était sur le thème, en gros, comparer le développement mobile et le développement web. Ça parle à personne ici, je pense, mais pas beaucoup de gens. En tout cas, c'était assez technique. Et j'avais super peur de venir parler avec des gens que je ne connaissais pas. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'en fait, quand on a une problématique de ce type-là, il y a de visibilité sur les femmes aussi. Il y a beaucoup de réseaux qui peuvent vous aider justement à ça. Et c'est une vraie opportunité aujourd'hui. Il y a Duchesse qui vous entraîne à parler en public. C'est important. Pour votre carrière, c'est important aussi parce que du coup, vous pouvez mettre dans votre CV j'ai parlé à telle ou telle conférence. Et c'est super gratifiant pour quelqu'un qui cherche du boulot, qui a envie de progresser dans sa carrière. Ça rend accessible des choses que vous ne pensiez pas accessibles, comme de justement être recommandateur d'une technologie ou d'un sujet pour montrer qu'on est complètement pertinent sur telle ou telle problématique. Et en plus, c'est tout à fait... il y a effectivement beaucoup de freins en tant que femme, qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes parler en public. C'est beaucoup plus difficile de se dire que c'est possible. Alors qu'en fait, on se rend compte que en fait, soumettre une idée intéressante pour une conférence, un truc un peu innovant, un truc un peu ludique, un truc un peu drôle, c'est toujours bien accueilli pour les gens qui vont à des colloques, des après-midi, des journées d'information. Et que souvent, vous avez toujours à apporter votre expérience, votre expertise, votre manière de voir les choses. Il ne faut pas croire que, en fait, on n'a rien à apporter. La question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on travaille pour que ça apporte aux autres des choses intéressantes et que derrière, ce soit un vrai échange, en fait, de partage de savoir. Alors, ce partage de savoir, cette visibilité, cette montée en compétences, elle permet peut-être d'accéder à certaines responsabilités. Alors en particulier, Itsung, tu es responsable de plusieurs domaines dans la start-up dans laquelle tu travailles. Tu nous as dit que tu étais passé par différentes start-up. Du coup, c'est quoi, selon toi, en tout cas ceux que tu as mobilisés, les moyens de gravir comme ça les échelons, de passer du développement à la base à des postes plus de management, de responsabilité. Est-ce qu'on est obligé de changer d'entreprise pour gravir les échelons? Est-ce que c'est spécifique aux start-up ou est-ce que tu aurais pu poursuivre dans une même entreprise cette progression d'échelons? Alors là, je parle pour moi, c'est mon expérience et je ne pourrais pas vous dire si c'est le cas partout. Mais personnellement, pour pouvoir évoluer et aussi changer de domaine, j'ai préféré aussi changer de structure et d'entreprise. Parce que si j'aime bien le changement, il faut l'avouer, j'aime bien changer de domaine, j'aime bien passer d'un sujet à un autre, j'aime bien creuser les sujets, mais une fois que je les connais bien, en fait, j'avoue que pour trouver un nouveau challenge, je me remets aussi en question. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi fait plusieurs startups différentes. Tout en aimant l'entrepreneuriat, les petites structures, l'innovation. Et après, pour changer pour moi de poste, je pense qu'il faut d'abord avoir une idée claire de ce qu'on veut faire et de ce qu'on vise. Parce que souvent, c'est pas votre chef ou votre collègue qui vont vous proposer le poste au-dessus de vous. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire
Et ensuite se dire, pour arriver à faire ça, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Là, je suis passée j'ai fait beaucoup d'années dans la technique pure, la programmation et la R&D. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai suffisamment d'expérience pour faire du management, où je comprends bien le métier pour aller un peu au-dessus. Mais par contre, pour pouvoir en fait le justifier, il faut préparer en fait son argumentaire. D'abord pour pouvoir le vendre à d'autres, et pouvoir aussi s'en persuader soi-même. Donc pouvoir se dire, j'ai fait ça dans ma vie, donc maintenant je suis capable de parler en public avec d'autres personnes, ou j'ai fait ça dans tel ou tel projet, et maintenant je suis capable d'organiser, de mettre en place des process, etc. J'ai participé à des entretiens de recrutement, donc je suis capable de recruter des gens, typiquement. Et tout ce travail intellectuel de se dire, j'ai fait ça ou ça dans mon travail, du coup c'est une compétence qui est réutilisable, et derrière je peux postuler à des postes un peu plus élevés, tout en cherchant ce que je veux faire en fait en vrai dans la vie. Moi aujourd'hui je suis dans un poste technique et managérial, et c'est intéressant parce que ça reste de la technique, c'est ce que je voulais aussi. Et peut-être qu'un jour je voudrais revenir à la technique pure et je me dirais le management ne m'intéresse plus du tout. Mais pour pouvoir arriver à faire ce qu'on veut en termes de carrière, il faut déjà savoir qu'est-ce qui me manque pour aller jusque-là et comment je le travaille pour pouvoir le vendre aussi à d'autres personnes et m'en persuader moi-même. Voilà. Sur les objectifs de Pauline, c'était assez clair de rester dans la technique. Est-ce que même en restant dans le même domaine d'activité, dans les mêmes fonctions, on a des opportunités, ou en tout cas on nous propose, où il faut aller se battre pour aller chercher les augmentations de salaire, ou en plus de l'encadrement d'équipes techniques qui travaillent autour de Les augmentations de salaire en entreprise, de manière générale, c'est toujours compliqué. C'est toujours la crise, il y a toujours des tonnes de raisons pour ne pas avoir d'augmentation. Alors, c'est compliqué aussi pour les hommes, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, c'est vrai que mon expérience pour avoir des augmentations, des vraies augmentations de salaire, je les ai obtenues quand j'ai changé d'entreprise. En interne, il y en a, mais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, c'est un sujet qui est toujours compliqué. Et voilà. Après, je sais pas, j'ai pas vraiment de regard sur le fait d'être une femme, comment ça se passe les augmentations quand on est une femme ou pas. Ce que je sais, c'est que les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire que les hommes, et c'est pour ça qu'elles obtiennent moins peut-être de promotion ou d'augmentation. Donc ça, c'est aussi un travail sur soi à faire pour vraiment aller chercher des augmentations. Vraiment, il faut vraiment se convaincre qu'on les mérite, parce que c'est le cas, et donc il faut pas hésiter à demander. Et si on ne demande rien, on n'aura rien de toute façon, ça c'est sûr. Et peut-être qu'une bonne façon justement de savoir comment se positionner, c'est d'aller voir chez la concurrence ce qui se fait. Tu disais qu'en changeant de poste, là c'est un bon moyen de voir ce qu'on vaut finalement par un regard extérieur. C'est un bon moyen de négocier son augmentation, de venir même alors c'est un peu audacieux de venir avec une offre d'une autre entreprise, mais après c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Voilà, cette entreprise me propose ça, est-ce que tu t'alignes, ou est-ce que je pars dans cette autre entreprise? Avec toi, je voudrais évoquer une autre forme de responsabilité qui est diriger sa boîte, puisque justement Social Builder encourage les femmes à créer leur propre structure. Et donc est-ce que de ce point de vue-là, il y a des choses qu'elles doivent tout particulièrement travailler, des outils que vous leur donnez pour sauter dans le bain de devenir responsable de toute une entreprise? Oui, on fait ça sur le programme Startup. Donc on a un programme carrière plus sur les compétences techniques, etc. Et on a un parcours Startup qui est pour les femmes qui veulent créer leur Startup. Et ce qu'on fait principalement dans les deux, mais d'une manière différente selon le programme, c'est aussi de beaucoup travailler sur la confiance en soi et sur aller chercher les choses qu'on mérite, et aussi aller se sentir capable de lancer sa propre entreprise. En fait, il n'y a que 10% des startups en France qui sont dirigées par des femmes. 10%, ce qui n'est pas beaucoup. Et en plus, quand les startups dirigées par des femmes vont lever de l'argent, elles lèvent moins. Est-ce que c'est parce qu'elles s'autocensurent et qu'elles demandent moins, ou est-ce que c'est parce qu'on leur donne moins? C'est toujours
une différence à garder en tête et on ne sait pas trop trancher entre les deux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, elles sont moins nombreuses et qu'en plus, elles ont moins d'argent. Donc nous, ce qu'on les aide à faire, c'est à travailler sur leur confiance et à travailler sur des stratégies pour justement aller chercher de l'argent. C'est d'aller recruter les bonnes personnes, c'est d'aller se constituer elle-même et s'auto-former elle-même, parce que une femme qui lance sa start-up, et c'est valable pour un homme aussi, plus vous déléguez des choses et plus ce sera compliqué pour vous. Parce que les métiers techniques, et c'est ce qui ressort aussi de ce que vous dites, c'est que c'est des métiers qui sont extrêmement en tension parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Donc si vous avez absolument besoin de recruter une team tout de suite, et une team qui est très grande en termes de nombre, ça va vous ralentir parce que vous n'allez pas trouver les bonnes personnes et vous allez galérer à recruter. Donc du coup, on leur apprend aussi à ne pas hésiter elles-mêmes à aller voir du côté de bon d'accord, pour le début c'est moi qui le fais, pour aller chercher les financements je vais le faire, et puis après je verrai si je peux avoir de l'aide là-dessus. Donc c'est surtout du travail sur la confiance. Pour clôturer, en tout cas quasiment clôturer avant d'ouvrir les questions-réponses, on souhaitait vous interroger un peu sur les conseils. Alors moi j'ai entendu là dans les dernières minutes, il faut avoir les idées claires, savoir ce que l'on veut, demander une augmentation. Donc ça c'est déjà des conseils. Mais si c'est quelque chose qu'on a peu abordé en lien avec les profils ici, c'est le fait que le secteur du numérique est un secteur créatif qui nécessite d'être polyvalent, d'avoir un certain nombre de qualités pour être en interaction avec les usagers à l'intérieur d'une start-up, avoir capacité à travailler avec des profils différents. Puisque ici on a beaucoup de profils mixtes, et donc au-delà de ces premiers conseils qu'on a entendus, quels conseils, ou même si vous avez des références, des modèles à partager, vous pourriez évoquer en écho donc avec cette notion de créativité, puis les profils aussi qui sont dans la salle. Formation ingénieur avec une partie créative, des étudiants en lettres avec des options de coloration numérique, pour répondre plus spécifiquement à ces profils-là. Peut-être Pauline. C'est très bien en fait que les formations se diversifient et proposent des options plus diversifiées que le thème de base, on va dire. En tout cas, dans le boulot, en tant que développeur, on est amené à travailler avec toutes sortes de métiers différents autour de soi. Donc on travaille avec ses pairs, on travaille en équipe tout le temps. Il faut aussi travailler avec la personne qui apporte les idées, qui apporte la vision du produit qu'il va vouloir développer. Donc oui, c'est très important d'avoir cette partie communication parmi ses compétences. Moi, je dirais qu'en fait, pour une entreprise comme une startup qui veut se développer, ce qui va compter beaucoup, c'est l'objectif business et l'intérêt produit. Et si on est à la fois un bon développeur, mais aussi quelqu'un qui comprend les besoins de l'utilisateur, qui comprend aussi l'objectif de l'entreprise, et qui arrive à apporter en plus de sa capacité technique une créativité et une innovation dans le cadre du projet de l'entreprise, c'est super intéressant. On ne cherche pas uniquement des gens qui vont coder ou qui sont uniquement des techniciens purs. On cherche aussi des gens qui vont à la fois bien communiquer, comme disait Céline, mais aussi qui sauront, par leur connaissance d'usage, par leur connaissance d'esthétisme, d'ergonomie, apporter en plus au projet du produit une connaissance en plus. Donc voilà. Et par contre, il faut arriver aussi à le montrer dans le cadre du projet commun sur lequel on travaille tous, en tant que personnes de différentes disciplines. C'est des compétences vraiment à valoriser et à mettre en avant. Alors Paula, toi qui as un parcours un petit peu moins technique, justement ça va être intéressant d'entendre ta réponse.
Moi, je pense que quand on a une formation littéraire, ça ne nous empêche pas de faire plein d'autres choses. Au contraire, je pense qu'il y a un vrai changement et on le voit avec les écoles de commerce qui vont commencer à recruter un peu plus de profils littéraires ou dans les startups, des gens qui cherchent des profils un petit peu différents. Il y a plein de formations de développeurs comme Simplon ou d'autres qui forment au code dans un temps assez réduit et qui forment tous les profils. Donc je pense qu'il y a une vraie richesse à essayer de croiser les deux, parce qu'effectivement après sur le marché du travail, ça va vous donner une vraie force d'être un profil à la croisée de deux mondes, parce que ces deux mondes-là, ils communiquent sans cesse en fait, et les entreprises elles l'ont bien compris, et les startups elles l'ont bien compris aussi. Donc si vous n'êtes pas dans la technique, n'hésitez pas à y aller. Si vous êtes déjà dans la technique, n'hésitez pas à aller voir ailleurs aussi, parce que ça va enrichir votre profil, ça c'est certain. Je peux ajouter quelque chose. Il y a une idée reçue en fait. L'idée reçue, c'est qu'il faut avoir fait des maths pour faire de l'informatique. C'est complètement faux. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir fait des maths pour apprendre un langage informatique ou pour coder. C'est utilisé dans certaines boîtes comme, on va dire, comme sélection, mais dans la réalité concrète sur le terrain, c'est pas vrai. On n'utilise pas les maths au quotidien. Et donc, c'est juste un moyen de sélectionner. Et on trouve que c'est vraiment pas une bonne chose parce que ça met de côté beaucoup de gens. C'est une idée qui commence à faire son chemin, notamment dans certaines écoles comme Simplon. Mais voilà, si quelqu'un veut apprendre le développement, il peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances. Pas besoin de connaissances en maths pour apprendre à coder. Le bagage scientifique initial n'est pas indispensable pour s'orienter Non, vers le il numérique. n'est pas du tout indispensable. Est-ce qu'on ouvre les... Oui, alors peut-être quand même mentionner que le cocktail qui suivra sera justement une occasion de faire du réseautage. Et donc, c'est pas parce que la partie discussion se finira à 17h et quelques qu'il faut s'enfuir tout de suite après. Mais là, effectivement, on peut prendre une ou deux questions de la salle avant de poursuivre les questions lors du cocktail. J'ai deux questions. J'ai une question sur. Vous n'avez pas du tout parlé de vie privée. Enfin, on a juste évoqué les tâches domestiques à un moment. Mais est-ce qu'il n'y a pas des messages à faire passer de ce côté-là sur vie privée, vie professionnelle? Et la deuxième question, c'est sur Internet, on a encore beaucoup de forums de savoir et de connaissances. Et il n'y a rien à faire dans ces espaces-là. Les femmes sont vraiment très très minoritaires. Est-ce que vous avez réfléchi dans vos associations à comment, dans les débats de savoir, dans Wikipédia, comment est-ce qu'on peut faire remonter un peu la place la contribution des femmes dans ces espaces-là? Du coup, pour la présentation, en fait, dans vie privée, vie professionnelle, pour moi, il faut vivre sa vie perso comme on veut, comme on le veut. Si on veut se marier, avoir des enfants, partir en vacances, etc., il faut pouvoir le faire, il faut s'autoriser. Voilà. Je pense qu'il y a un côté se permettre de faire ce qu'on veut faire au niveau perso. Et après, sa carrière, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est ce qu'on veut faire en tant que salarié, en tant que professionnel. Mais ce serait dommage de se bloquer dès le départ sur l'un ou sur l'autre parce qu'on a envie de faire progresser les deux. Moi, je vous dirais plutôt, jetez-vous à l'eau, prenez des risques et vous verrez comment ça se passe, parce que si personne ne prend de risque sur mener de front deux choses en même temps, du coup, vous ne saurez jamais si vous pouvez le faire ou pas. Et en l'occurrence, il y a beaucoup de gens qui le font très bien. Donc, par exemple, dans la boîte où je travaille aujourd'hui, le fondateur est une fondatrice. La start-up Picard existe depuis 7 ans. Depuis 4 ans dans le domaine de la voiture louée entre particulier à particulier. Et pendant ce temps, cette fondatrice a eu 2 enfants, un mari, elle travaille en télétravail une journée par semaine, ça se passe très bien.
elle porte l'entreprise. Pour moi, c'est aussi un modèle, d'ailleurs. Donc, il ne faut pas se dire que faut pas se bloquer. Voilà. Ça, c'est mon premier message. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Alors moi, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas encore d'enfant. Mais dans le réseau Duchesse France, on a beaucoup de membres qui ont des enfants et qui gèrent leur vie de famille et qui mènent parfaitement leur carrière. En fait, un arrêt de travail, par exemple, pour une maternité, un arrêt d'1 an, ça peut paraître beaucoup. On se dit que ça va être un frein, mais en fait, à l'échelle d'une carrière, c'est rien du tout. Donc, voilà, il faut pas... je pense qu'il ne faut pas se dire que par rapport à ça, on va avoir forcément, on va rencontrer des difficultés. On peut en rencontrer, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Après, en entretien d'embauche, j'ai eu des questions un peu douteuses sur la maternité. Qui sont illégales, en plus. Oui, qui sont illégales. Absolument. Donc ça arrive aussi, hein. Il y a des entreprises qui à ce niveau-là ne sont pas du tout... Oui, il y a une question. Quand la personne qui est en entretien pose ce genre de questions, quelle est la bonne réponse à donner? La bonne réponse, c'est de ne pas répondre. Oui, voilà. Parce qu'en fait, c'est illégal. Oui, c'est illégal. C'est illégal, donc tu peux ne pas répondre, en fait. En disant que c'est illégal. Moi, la question... En fait, la loi, sur cette question-là, la loi te protège. Normalement. La loi, oui. La loi est censée te protéger. C'est risqué de perdre le job. C'est risqué de perdre l'emploi, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de dire, quelque part, l'emploi, il était déjà à moitié perdu, quand tu réponds. Quand tu réponds, il est déjà à moitié perdu. C'est-à-dire que si tu rentres dans une entreprise qui est déjà suspicieuse du fait que tu vas avoir des enfants, je suis complètement d'accord, il y a déjà un truc qui va pas. Il y a déjà un truc qui part pas bien. Et c'est pas de ta faute, c'est l'employeur, en fait, qui a un problème avec ça. Donc on n'y peut rien, quoi. Enfin, j'ai envie de dire... Je voulais juste répondre rapidement parce que c'est des sujets très vastes. Je pense qu'il y a aussi tout un mouvement porté par notre génération et la vôtre de justement de cette question entre la vie privée et la vie professionnelle. Qui fait quoi où dans un couple par exemple. On a la réponse. Ouais, voilà, vous avez la réponse. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer là-dessus, où on est en train de se redemander est-ce que les hommes seraient pas aussi enclins à s'occuper de leurs enfants? Je sais pas, posons-leur la question, pourquoi pas. C'est encore stigmatisé dans les entreprises, mais de moins en moins, et je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire là-dessus. Donc, pensons-y et pensez-y entre vous, parce que c'est aussi important de savoir pourquoi est-ce que ça retombe toujours sur la même personne et comment est-ce qu'on fait pour que ça change. Parce que ça aussi, c'est un levier d'égalité professionnelle, en fait. Au-delà de l'avancement de la carrière de la femme, c'est l'avancement de la carrière du couple qui est facteur. Il y a même une étude qui est sortie récemment qui expliquait que le frein aux carrières des femmes, c'est pas le fait d'avoir des enfants, c'est d'avoir un conjoint qui met sa carrière avant celle de la femme, en fait. Donc je pense que c'est une question qui est beaucoup dans l'espace public en ce moment et que c'est bien de se la poser. Sur la deuxième question sur les forums, j'ai pensé à Wikipédia, mais il y en a plein d'autres sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. C'est pas parce qu'on a une nouvelle technologie qu'on reproduit pas les mêmes schémas qu'avant, mais il y a des solutions qui existent. Par exemple, des associations qui font des wikitons, parce qu'il y a beaucoup moins de biographies de femmes sur Wikipédia. Je crois que c'est du 30-70. Corrige-moi si je me trompe. Toutes les initiatives Women in Red dans la Wikipédia anglaise et les 100 pages dans la Wikipédia française. 100 parce qu'elles n'en ont pas, 100 SNS. Ouais. Et donc du coup, il y a des associations et même des femmes qui travaillent dans la tech qui bossent de plus en plus sur ces questions de se dire on est absente de certains espaces, c'est pas vraiment normal, donc faisons plus de biographies de femmes ou voilà. Mais encore une fois, c'est des questions très vastes, là c'est une réponse un peu rapide.